me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette 5e édition du colloque étudiant du collectif Clé en mode virtuel. Alors, je m'appelle Cara Edward. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke en sciences de l'éducation. Je travaille sous la direction de Christiane Blazer et d'Isabelle Nizet. Alors aujourd'hui, pour ma présentation, je vais commencer par vous présenter quelques éléments de problématique. Ensuite, quelques éléments du cadre de référence, quelques éléments de la méthodologie, puis par la suite, je vais vous présenter une partie du récit phénoménologique du développement professionnel d'une enseignante Anishinaabe sur lequel j'ai travaillé. Alors, on commence avec les quelques éléments de problématique pour mieux comprendre. Alors, pour transformer le monde, il faut le comprendre ensemble. C'est une citation qui vient du réseau Dialogue qui parle de la co-construction des savoirs. L'importance que ça a, en fait, la co-construction des savoirs quand on travaille avec les Autochtones. Le premier élément que je présente dans ma problématique, c'est la recherche-action. Une citation de Gautier ici qui est particulièrement significative. Donc, la recherche-action n'est possible qu'avec, pour et par les personnes de leur communauté. Alors, on peut faire un lien avec la citation sur la co-construction des savoirs du réseau Dialogue. Ici, vous avez les 3 pôles de la recherche-action, donc les 3 éléments qui sont mis ensemble pour arriver à faire une recherche-action qui est efficace. Donc, l'objectif de la recherche-action, la différence de ce type de recherche-là, c'est vraiment la communication, le travail ensemble qu'il y a entre les chercheurs et les gens du milieu. Alors, c'est une boucle continue. On va sur le terrain, on va relever les besoins des personnes qui sont sur le terrain. Par la suite, on revient pour chercher ce qui se dit dans les écrits scientifiques. On retourne, on pose des actions en fonction de ça. Donc, c'est une boucle de construction comme ça, la recherche-action. Alors, pourquoi la recherche-action dans mon projet de mémoire? En fait, l'enseignante sur laquelle je travaille a participé à 2 projets de recherche-action. Je vous ai mis les titres ici. Donc, le premier projet a été mené par Da Silveira entre 2012 et 2015 et le deuxième projet par Blazer entre 2016 et 2019. C'est important aussi pour moi de présenter ces 2 projets de recherche-là, car le deuxième projet, celui de Blazer, découle du premier projet. Donc, les retombées du premier projet ont permis l'établissement d'une relation de confiance avec les gens du terrain, les gens du milieu, en fait, ce qui a amené à la création de la deuxième recherche. Et mon projet de mémoire s'inscrit dans cette recherche-action-là. Donc, d'où l'importance de présenter les 2 recherches. L'éducation en contexte autochtone. Donc, ici, il y a une citation de Sbarato qui dit que l'éducation est au cœur de la lutte qui mène les peuples autochtones afin de reprendre le contrôle de leur existence en tant que communauté et nation et de transformer ainsi l'expérience d'assimilation en une expérience d'autodétermination et d'expression. Alors ça, c'est vraiment au cœur de l'éducation en contexte autochtone de nos jours. C'est la reprise de contrôle sur ce qui se fait en éducation. Donc, pour comprendre un peu pourquoi on se situe dans une pensée comme ça, quand on est en contexte autochtone, je vous présente ici un très léger, très sommaire survol historique de l'éducation en contexte autochtone. Alors, pour savoir un peu là, où on en est sur cette ligne du temps-là par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc, l'éducation en contexte autochtone, dans mon mémoire, je remonte jusqu'à la loi sur les Indiens de 1876, où, dans le fond, les Autochtones sont placés sous la tutelle du gouvernement fédéral. Alors, les Autochtones sont, par exemple, considérés comme des enfants jusqu'à l'âge de 99 ans et d'autres éléments de la sorte qui font qu'à un certain moment, le gouvernement fédéral va prendre le contrôle complètement sur l'éducation des jeunes Autochtones. Et on pense, entre autres, là, au moment où il y a eu les pensionnats. Donc ça remonte, là, ce sont des impacts, en fait, de la loi sur les Indiens de 1876. Par la suite, en 1973, il y a le projet d'amérindianisation qui est mis sur place. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurisation culturelle en milieu autochtone. Donc, ça, c'est un projet qui veut, en fait, justement redonner le contrôle aux communautés autochtones sur
l'éducation sur ce qui est transmis dans les écoles aux jeunes autochtones. De nos jours, ce qui s'applique, bon, la réalité, en fait, dans plusieurs communautés, entre autres dans celle dont il est question dans mon mémoire. Donc, la réalité, c'est que il y a peu d'enseignants autochtones qui sont dans les classes. Et souvent, il y a un besoin de s'inscrire dans le programme de formation de l'école québécoise parce que les Autochtones qui vont, par exemple, à l'école primaire sur leur communauté seront probablement appelés à fréquenter le système scolaire provincial tôt ou tard. Donc, de nos jours, on s'inscrit un peu dans ça. On souhaite prendre le contrôle sur l'éducation. Donc, les communautés veulent reprendre le contrôle, mais en même temps, il y a le besoin de s'inscrire dans le système scolaire provincial. Alors, il y a toujours cette espèce de dualité-là. Barato mentionne aussi que l'enseignement des Autochtones par des Autochtones a été éprouvé comme étant plus efficace, alors qu'aujourd'hui, dans les communautés, quand il y a des écoles dans les communautés, la majorité du temps, les enseignants sont des non-autochtones. Ce qui va avoir une incidence, évidemment, sur l'enseignement. Tous ces éléments-là, grossièrement décrits, mènent à élaborer notre question et nos objectifs de recherche. Donc, la question du projet de recherche, c'est quelles sont les retombées de ces projets, donc les deux projets de recherche-action, sur son développement professionnel à l'enseignante et plus particulièrement sur ses pratiques d'enseignement et d'évaluation de la lecture et de l'écriture. Alors, pour ce faire, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'écrire, de déterminer les pratiques d'enseignement et d'évaluation de la lecture de l'enseignante, ses pratiques d'enseignement d'écriture et d'évaluation de l'écriture aussi, puis de voir s'il y avait d'autres indicateurs de son développement professionnel. Donc, c'est la question et les objectifs spécifiques de recherche. Maintenant, quelques éléments du cadre de référence. Alors ici, il y a une citation de Benjamin Franklin que j'aime beaucoup. Donc, tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Je trouve que ça met bien en place le concept de développement professionnel dont je vous parle à l'instant. Alors, Mukamurera, en 2014, indique que la nécessité du développement professionnel dans le domaine de l'enseignement n'est plus à établir. Elle reflète plutôt une convergence internationale, du moins au regard du discours. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'a plus besoin de dire « oui, on doit se développer professionnellement, c'est nécessaire », mais c'est ce qu'on dit. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois, il y a une marge. Mais bref, c'est ce qu'il y a dans le discours. Alors ici, j'ai regroupé plusieurs éléments du développement professionnel qui m'intéressent dans le cadre de mon analyse. Alors tout d'abord, dans le grand tableau, vous avez les deux perspectives dont je traite dans mon mémoire. Alors tout d'abord, il y a la perspective développementale. C'est la perspective du développement professionnel qui découle des travaux de Piaget. Donc on va parler vraiment de stade de formation, puis du développement professionnel en fonction des différents stades où on est dans notre carrière. Ensuite, il y a la perspective professionnalisante. Cette perspective-là fait plutôt référence au fait qu'on apprend. Pendant qu'on enseigne, on apprend et c'est ces apprentissages-là qui font qu'on va se développer. Il est question aussi directement là, de la participation des projets de recherche quand on parle de perspective professionnalisante. Ensuite, vous avez les différentes phases du développement professionnel. Donc, vous avez la phase de la formation initiale, la phase de l'insertion professionnelle et la phase de la formation continue. Alors, formation initiale, évidemment, ce qu'on fait à l'université. L'insertion professionnelle, c'est un peu l'entrée dans la carrière. Et finalement, la phase de la formation continue. Alors, comment on continue à se développer professionnellement quand on est déjà intégré, quand on est déjà avancé, en fait, dans notre carrière. Ensuite, je ne m'attarde pas beaucoup sur les 6 dimensions. Je vais vous les mentionner rapidement. Je ne vais pas nécessairement les décrire en profondeur aujourd'hui, faute de temps. Donc, vous avez les dimensions personnelles, pédagogiques et didactiques, disciplinaires, critiques, collectives, organisationnelles et institutionnelles. Donc, on part de l'individu, puis plus on descend dans les dimensions, plus on ouvre sur la société.
Ensuite, comme il est question d'enseignement et d'évaluation de l'écriture, c'est le deuxième concept dont il est question. Alors, en enseignement de l'écriture, les savoirs anciens et nouveaux s'articulent dans une continuelle interaction. Alors, une citation de Desrosiers ici qui explique ce qui se passe un peu dans l'enseignement de l'écriture en ce moment dans nos écoles. Donc, pour ce qui est de l'enseignement de l'écriture, dans mon mémoire, je présente deux conceptions. Alors, il y a la conception variationniste rigide de la langue et une conception plutôt cognitiviste de la langue. Alors, ces appellations-là viennent de Bucheton, en 2014. C'est elle qui mentionne, qui nomme ces conceptions de cette manière-là. Alors, quand on parle d'une conception variationniste plutôt rigide de la langue, on fait mention à des pratiques d'enseignement qui s'inscrivent beaucoup dans de l'enseignement direct. Dans cette conception-là, l'erreur est perçue comme un défaut, des défaillances des apprenants. Donc, si on fait une erreur, c'est mal. Il y a entre autres le modèle rédaction que Bucheton mentionne par rapport à cette conception-là. C'est un modèle, dans le fond, on est axé sur la norme. Le texte devient un véhicule pour analyser la maîtrise de la norme de l'élève. Le brouillon n'a pas de valeur quand on est dans des pratiques d'enseignement qui sont issues de cette conception-là. La conception plutôt cognitiviste de la langue, alors là, c'est un peu... c'est une conception qui est en opposition à la conception variationniste de la langue. Alors là, on offre un éventail de procédures aux scripteurs. Il y a trois différents modèles qui sont proposés par Bucheton et Desrosiers. Donc, il est mentionné explicitement que certains sont épuisants pour l'enseignant, entre autres au moment où le brouillon a commencé à prendre une valeur, où là, l'enseignant devait, entre autres, commenter, corriger un brouillon en plus d'une rédaction finale. Alors, les enseignants s'épuisaient à force de faire toute cette correction-là. Desrosiers présente une chronogénèse de l'apprenti scripteur, donc les différentes phases de l'apprentissage de l'écriture. Je vous invite à aller voir les références pour avoir accès à cette chronogénèse-là qui est très intéressante, surtout dans cette conception-là où l'enseignement de la langue est vraiment, l'enseignement de l'écriture, pardon, est vraiment axé sur l'apprenti scripteur. Donc, ça devient important de comprendre de quelle manière l'élève apprend à écrire puisque on axe notre enseignement sur cet élève-là. La lecture. Alors, une citation de Pennac qui dit que le verbe lire ne supporte pas l'impératif, juste pour la beauté de la chose. Donc, enseignement de la lecture. Alors, dans mon mémoire, j'aborde les phases d'enseignement de la lecture, la zone lecture, puis l'accès au livre, l'objet livre, en fait. Donc, la zone lecture, je la mets à l'extérieur parce que, à mon sens, elle englobe tout. La zone lecture, c'est là où on va quand on s'évade, quand on fait la lecture, puis qu'on se retrouve dans un monde où on vit des histoires par procuration, comme Atwell Merkel le mentionne si bien. Donc, quand on vit des histoires par procuration, qu'on est embarqué dans notre livre, on est dans la zone lecture. Pour l'enseignant, il y a différentes phases d'enseignement de la lecture qui sont présentées par Giasson. Donc, vous avez la phase avant la lecture. La phase avant la lecture, c'est celle où on va, entre autres, présenter la couverture, la quatrième de couverture, amener les élèves à faire des inférences avec l'image sur la couverture. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au personnage? Est-ce que le personnage principal est un humain? Donc, tous ces questionnements-là que les enseignants vont faire, qui précèdent la lecture de l'œuvre, sont dans cette phase d'enseignement-là. Ensuite, il y a la phase pendant la lecture. Alors, toutes les activités, toutes les questions qui sont posées au moment où on fait la lecture de l'œuvre, c'est la phase pendant la lecture. Et finalement, une fois que la lecture est complétée, les activités qu'on va faire se positionnent dans la phase après la lecture. Donc, est-ce que l'enseignant va demander, par exemple, aux élèves de rédiger un texte par rapport à ce qu'ils ont lu, de faire un dessin, d'inventer une autre histoire pour la fin, d'inventer une autre fin, en fait. Donc, ce sont les trois phases d'enseignement de la lecture. Alors, on doit, avec nos
nos activités qui s'insèrent dans les différentes phases d'enseignement de la lecture, favoriser une entrée dans la zone lecture pour les élèves, mais ça, c'est impossible si on n'a pas accès à l'objet livre. Et c'est entre autres ce que Yves Nadon propose, mentionne dans ses écrits. Il donne quelques stratégies pour avoir accès à davantage de livres. Alors, il propose aux enseignants d'utiliser les bibliothèques municipales, donc de vraiment planifier des moments où l'enseignant va se rendre avec les élèves dans les bibliothèques municipales. Il suggère aussi de faire une bibliothèque de classe riche. Pour arriver à ça, il propose que l'enseignant amène des livres personnels, qu'il les mette dans sa bibliothèque de classe ou son coin lecture, et qu'il demande aux élèves de faire la même chose avec des livres qu'eux, ils ont à la maison. Et il propose aussi, avec beaucoup d'humour, de faire du terrorisme livresque. Donc ça, c'est d'insister auprès des différentes instances scolaires pour avoir des subventions, pour être en mesure d'avoir le plus de livres dans les classes. C'est pour l'enseignement de la lecture. Maintenant, je vais vous présenter quelques éléments méthodologiques. Je ne m'attarde pas sur un élément précis, je vais vraiment faire un survol. Cette portion-là de mon mémoire est en retravail en ce moment parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement. Donc, je vais rapidement avec les éléments qui sont à jour pour l'instant. Donc, rapidement, là, les éléments qui sont importants à mentionner, à mon sens. Donc, j'en ai parlé rapidement. Je travaille sur des données secondaires. Alors, les données qui sont issues de la recherche menée par Blaser. Ces données secondaires-là, ce sont des entrevues semi-dirigées. Donc, j'ai 4 entrevues semi-dirigées. Il y en a 3 qui portent vraiment sur les pratiques d'enseignement. Et la 4e, elle est un peu plus axée sur le développement professionnel. L'aspect de la chronologie est important dans ma méthodologie puisque le développement professionnel est un élément pour lequel la chronologie est importante. Donc, je le mentionne, je fais une étude de cas simple, donc je travaille juste sur une enseignante et j'utilise l'aspect chronologique pour décrire ses différentes pratiques et son développement professionnel. Récemment, en discutant avec mes directrices, on a réalisé qu'il manquait toujours une pièce du casse-tête dans les résultats. Puis, avec le récit phénoménologique, on a réussi à placer cette pièce-là du casse-tête. Donc, j'ai fait la rédaction d'un récit phénoménologique qui parle du développement professionnel de l'enseignante en question et de son développement professionnel, oui, et de ses pratiques d'enseignement et d'évaluation de la lecture et d'enseignement et d'évaluation de l'écriture. Voilà, donc je parle d'évaluation parce que oui, l'évaluation fait maintenant partie de mon projet de mémoire. Je n'ai pas présenté dans mon cadre de référence la section sur l'évaluation parce qu'elle aussi est encore en travail. Quelques considérations éthiques, cette section-là m'apparaît comme importante compte tenu du fait que je travaille avec une enseignante autochtone. Donc, c'est des éléments qui me paraissent comme importants à mentionner. La première chose que je vais aborder, c'est l'anonymat. Alors, en fait, toujours sous les bons conseils de mes directrices, puis après discussion avec l'enseignante en question, on a convenu que mon mémoire ne serait pas anonyme. Donc, l'enseignante qui est nommée tout au long de mon mémoire, celle dont je décris le parcours, c'est son vrai nom qui est là, c'est vraiment d'elle dont je parle. Évidemment, ça a été abordé avec elle par courriel, j'ai des traces de ça, et par téléphone aussi. En fait, il y a un biais là, de ma recherche que je peux vous mentionner d'entrée de jeu qui est très très clair. C'est à la base, ce projet de recherche-là, je voulais le faire pour valoriser le travail d'une enseignante autochtone. Souvent, quand on regarde les travaux qui sont faits par rapport aux enseignants dans les communautés autochtones, le portrait n'est pas positif de l'éducation en milieu autochtone. Généralement, c'est assez lourd, c'est assez négatif, voire pessimiste à mon sens. Puis, j'avais vraiment envie
que cette enseignante-là qui se démarquait dans son implication, puis dans sa volonté de modifier ses pratiques pour optimiser son enseignement, que son travail soit valorisé. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je trouvais difficile de valoriser le travail d'une personne, de reconnaître à sa juste valeur le travail d'une personne tout en gardant le tout anonyme. Alors, je lui ai posé la question et elle, sa réponse tout de suite, ça a été j'ai aucun problème, est-ce que tu nommes mon nom? Écoute, puis sa réflexion, ça a été si ça peut aider d'autres enseignantes et d'autres enseignants, j'ai aucun problème. Donc, à partir de ce moment-là, il a été convenu que je présenterais Samy comme étant Samy. Consentement libre, éclairé et continuel. Alors, un aspect important quand on parle de recherche en général, encore plus quand on travaille avec des autochtones. Le consentement doit être libre et éclairé. Trop souvent, c'est arrivé que le consentement n'a pas été demandé de manière adéquate par des chercheurs qui allaient dans les communautés. Suzy Basile, professeur à l'UQAT, a écrit un texte très intéressant à ce sujet-là. Et le consentement doit être continuel aussi. Dans mon cas, surtout que je fais une étude de cas simple, donc c'était important que je m'assure à toutes les étapes du processus que Samy était encore d'accord de participer et qu'elle ne se sente obligée à rien. Appellation et orthographe appropriée. On est dans une communauté autochtone, la tradition est orale. C'était parfois difficile de saisir de quelle manière je devais appeler Samy, si elle souhaitait que je nomme sa communauté directement, quelle orthographe elle voulait que j'utilise, parce qu'il y en existe vraiment plusieurs. Donc, encore une fois, tout simplement, je lui ai demandé, j'ai des traces par courriel, on a fait aussi un appel téléphonique, puis elle m'a précisé de quelle manière je devais, elle, l'appeler et quelle orthographe je devais utiliser en ce sens-là. Voilà pour les quelques considérations éthiques. Maintenant, on va passer à la partie du récit. Alors, je vais vous mettre le récit pour que vous puissiez le voir pour les visuels qui regardent la présentation en ce moment. Dans le fond, je vais entrecouper les quelques sections du récit que je vous présente d'analyse très sommaire. Alors, je vous partage à l'instant le document Word où le récit est présenté. Je me permets de vous en faire la lecture, alors je vous invite soit à suivre le texte ou encore à fermer vos yeux pour savourer cette lecture à voix haute. Alors, je me prénomme Samy. Je suis maman et grand-maman. J'ai grandi et vécu dans une communauté Anishinaabe de l'Abitibi-Témiscamingue. J'y ai passé ma vie, j'y suis connue et j'apprécie mon travail. Au début de mon parcours professionnel, j'œuvrais comme secrétaire. J'aimais beaucoup cet emploi, mais j'avais l'impression que quelque chose me manquait, car ce n'était pas le travail que je sentais que je devais faire pour ma communauté, et ce n'était pas le métier que j'avais choisi lors de mon passage à l'éducation des adultes. À ce moment, j'avais 20 ans, et j'avais fait le choix de devenir une enseignante. Ou était-ce l'éducation qui m'avait choisi? Je me souviens avoir passé des heures à jouer à l'école lorsque j'étais enfant. Passer par la formation en secrétariat ne correspond pas au chemin linéaire qu'on suit habituellement en souhaitant devenir enseignante. Mais mon expérience au cégep n'a pas été positive, donc je m'étais réorientée. Cette institution, le cégep, ne répondait pas à mes besoins. En effet, j'étais déjà un peu plus vieille que la majorité des étudiants. J'avais un objectif précis. Je n'étais pas à ma place au cégep et c'est pourquoi je n'ai pas poursuivi. Cela dit, même en étant secrétaire, je savais déjà que je voulais être enseignante. Il s'agit de la profession qui me passionne. Moi qui, à l'époque, appréciais déjà l'idée de travailler avec des enfants, j'ai effectivement trouvé ce que je considère aujourd'hui être ma voie et un rêve réalisé, l'enseignement. Alors ici, première section d'analyse, on se situe avant l'entrée dans la formation initiale de l'enseignante. Donc, on voit déjà, elle voit l'enseignement d'une manière positive, elle voit cette profession-là comme quelque chose de beau, et ça depuis qu'elle est enfant. Donc, on peut déjà voir un peu comment elle va se positionner par rapport à son développement professionnel. Avant même qu'elle entre dans la formation initiale, c'est quelque chose de positif pour elle.
Le passage sur le cégep est très intéressant. Il n'est pas au cœur de mon projet de mémoire, mais c'est quand même un élément vraiment intéressant. Donc, le cégep, elle en parle vraiment comme d'une institution qui est anxiogène. Et là, évidemment, bon, le récit, il est construit de cette manière-là. Mais quand on avait des discussions avec l'enseignante, on peut vraiment sentir que pour elle, le cégep, ça n'a pas été positif, pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'elle s'était réorientée. Mais vraiment, elle sait depuis longtemps qu'elle veut être enseignante. Donc, ça, voilà. Euh, le récit, vous l'avez vu, il est au jeu. Là. Je prête très humblement ma voix à Samy. Je n'ai pas abordé le point de la justice tout à l'heure. Dans le fond, je voulais vous le mentionner ici. Le récit est validé par Samy. Il y a eu une prévalidation. Elle m'a suggéré des modifications que je fais au fur et à mesure. Donc, le récit n'est pas dans sa version finale. Et quand il sera retravaillé en entier, je lui fais revalider en fait la version finale. Et donc, sachez que le récit est au jeu et que c'est en partie de la coécriture avec Samy qui a été fait. Donc voilà, on est avant la formation initiale. Le cégep n'a pas été un épisode positif de la vie de Samy. On poursuit. Les dirigeants de l'éducation de ma communauté ont offert à certains membres de la communauté de suivre une formation qui leur permettrait de devenir aide-enseignante dans l'école primaire de la communauté. Je fais juste un petit aparté ici. Il faut savoir que le fonctionnement de l'école de la communauté n'est pas le même fonctionnement qu'une école provinciale normale, si on veut. Donc, les enseignants doivent enseigner des domaines précis d'éducation. Par exemple, Samy, elle va enseigner le français et l'anglais, puis elle va avoir une aide enseignante pour l'aider dans son enseignement. Tandis que elle enseigne en 5e et en 6e année, tandis que son autre collègue qui enseigne aussi en 5e et en 6e année va enseigner, par exemple, les mathématiques et les sciences humaines. Donc, les tâches sont divisées de cette manière-là dans l'école. Alors là, le certificat qui était proposé, la petite formation, c'était pour devenir aide enseignante. Alors, ceux qui sont là en appui aux enseignants. C'est la fin de l'aparté. Cela avait pour objectif qu'il y ait davantage d'Anishinaabe impliqués dans cette école. Il faut dire qu'avec les années, la réalité de l'école a changé. Lorsque j'étais enfant, j'ai moi-même étudié dans cette école et à ce moment, toutes les enseignantes étaient autochtones. La question de la considération culturelle ne se posait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est le contraire. La grande majorité des enseignantes sont non autochtones et cela a un impact sur l'enseignement. Il faut dire que la majorité des aides enseignantes dans l'école sont des membres de la communauté, mais la prise en charge des groupes se fait presque exclusivement par des enseignantes et des enseignants non autochtones. Les dirigeants souhaitaient donc, en proposant ce certificat, intégrer des membres de la communauté dans l'école afin de mettre les élèves en contact avec des personnes qui avaient ou qui vivaient des réalités proches des leurs. Il faut dire que pour ma part, en ayant toujours eu un pied dans l'école de la communauté, que ce soit comme élève, comme parent voyant ses enfants dans cette école et plus tard comme aide enseignante et comme enseignante, je suis au courant des enjeux de l'école et je connais les besoins des élèves, entre autres parce que j'ai vécu la même chose qu'eux. Ma présence depuis toujours dans la communauté fait que je me sens proche des élèves. Nous sommes donc 12 femmes à nous être inscrites à ce certificat proposé par les dirigeants. Au total, nous sommes 8 à avoir complété la formation. Lorsqu'il y a eu cette offre dans la communauté, j'ai sauté sur l'occasion pour compléter le certificat et ainsi devenir moi-même aide enseignante. J'ai réussi la formation. Pour moi, c'était plus que des études. C'est une expérience que j'ai vécue et qui m'a confortée dans le fait que je trouverais ma place dans le monde de l'enseignement. Au-delà des apprentissages disciplinaires et pédagogiques que j'ai faits, ce qui reste l'apprentissage le plus important pour moi au cours de cette expérience ne se limite pas à toutes les connaissances que j'ai acquises. Le partage de la part des personnes qui m'ont enseigné dans le cadre de cette formation demeure un élément essentiel à la poursuite de mon travail et pour ma réussite. Mes formateurs m'ont inspiré et ont eu une grande incidence sur ma manière d'enseigner et surtout sur mon envie de continuer mon processus d'apprentissage. Je les remercie pour tout. Alors, deuxième moment d'analyse. Donc, on voit que l'envie de progression de Samy est déjà là. Elle était secrétaire, mais aussitôt qu'on lui a offert l'opportunité de s'approcher de son objectif de devenir enseignante,
elle a saisi l'occasion et elle a fait le certificat. Certificat, d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard, mais qui lui a permis par la suite d'entrer à l'université, dans le baccalauréat, sans passer par le cégep. Ce qui était vraiment une bonne chose pour elle. Il a été question de l'enseignement des Autochtones par des Autochtones qui était plus profitable pour les élèves. Et Samy l'explique bien. Elle dit, j'ai vécu la même chose que les élèves, je me sens proche d'eux, j'ai l'impression que je peux les aider. Mais tu sais, pas seulement les aider avec leurs apprentissages, mais les aider aussi dans ce que les élèves vivent. Pour elle, ça, c'est très, très, très important. Aussi, dans sa formation, elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle a énormément appris, que ses formateurs lui ont fait des partages qui, encore aujourd'hui, sont avec elle à tout moment de son enseignement. Je poursuis la lecture du récit. Après avoir réussi cette formation, j'ai réalisé que j'étais vraiment faite pour l'enseignement et que j'avais envie de prendre en charge des groupes et d'en être responsable. Le certificat m'a permis de m'inscrire directement au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire sans avoir à passer par le cégep. C'est donc avec enthousiasme que j'ai complété mon baccalauréat à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ai dû me déplacer dans les villes de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda durant ma formation. Aussitôt que j'ai gradué, en 2012, j'ai été engagée dans l'école de ma communauté. Depuis 2016, j'enseigne le français et l'anglais aux élèves de 5e et 6e année. Bien que j'œuvre dans une école primaire, l'enseignement des différentes disciplines est divisé entre différents intervenants, ce qui explique que j'ai la charge de ces deux domaines d'enseignement. Quand je pense à mon rôle d'enseignante, une émotion transcende tout, et c'est la fierté d'enseigner aux enfants de ma communauté, des enfants qui vivent une réalité si proche de la mienne. C'est de cette manière que je sens que je peux enfin redonner à ma communauté. Alors ici, il y a un petit morceau qui n'a pas lieu d'être. Excusez la coquille. Alors, petit moment d'analyse. Donc, c'est l'entrée pour Samy dans la formation initiale. Elle réussit à intégrer l'université. Elle mentionne le fait qu'elle a dû se déplacer dans les villes de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda durant sa formation. Pour elle, ça a été un défi quand même, mais elle a apprécié l'expérience. Ce qu'elle a trouvé difficile parfois dans sa formation à l'université, c'est le côté un peu plus impersonnel, puis le fait qu'elle avait l'impression que les enseignements étaient moins contextualisés que quand elle a fait le certificat, par exemple. Samy mentionne que au moment de son entrée dans la formation, non, c'est pas vrai, au moment de son entrée dans la profession, donc quand elle est engagée, son sentiment de compétence sur une échelle de 10 se situe à peu près à 5. Donc, elle a appris des choses à l'université, elle a aussi eu la chance d'être aide-enseignante, donc elle a une expérience sur le terrain, mais quand même, elle a l'impression qu'il lui manque de matière, qu'il lui manque d'informations pour être en mesure de vraiment faire un enseignement le plus optimal possible pour les élèves. Ce sentiment de compétence-là, il va bouger en même temps que son déplacement dans les différents stades de sa carrière, comme on le conçoit dans une perspective développementale du développement professionnel. Donc, ça bouge en parallèle avec ce mouvement dans les différents stades de sa carrière. Je continue la lecture du récit. Alors, en plus d'être une passion, l'enseignement du français est, pour moi, une source de questionnement et de renouvellement constant. Au fil des années, j'ai continué à apprendre et à travailler sur mes pratiques d'enseignement et d'évaluation de la lecture et de l'écriture. Lorsque j'enseigne, je considère que je suis, à l'instar de mes élèves, en apprentissage. Cette portion-là du récit, pour moi, elle est importante parce que, en fait, elle décrit pratiquement textuellement la perspective professionnalisante du développement professionnel selon son expérience à elle. Donc, pour elle, enseigner, c'est apprendre 2 fois. L'enseignant, dans une posture d'apprentissage, au moment où il enseigne, c'est exactement la perspective professionnalisante du développement professionnel. C'est pour ça que je mets ce morceau-là du récit. Je continue la lecture. Alors, dans cette optique, dans l'optique où on est toujours en apprentissage, j'ai toujours accepté de m'impliquer dans des projets de recherche. Je me suis impliquée dans un premier projet de recherche entre 2012 et 2015, alors le projet d'Ad Silvera. Entre ces années, j'ai développé ma vision de l'enseignement de l'écriture auprès de mes élèves.
Ces prises de conscience par rapport à mon enseignement m'ont amené, au fil des ans, à travailler différents éléments en lien avec l'enseignement et l'évaluation de l'écriture, notamment en ce qui a trait à l'élaboration de grilles d'évaluation, outil que je suis très fière d'avoir créé et que je me plais à utiliser dans ma pratique. Alors là, elle montre, toujours une fois, elle met en lumière ce qu'est la perspective professionnalisante du développement professionnel. Les projets de recherche sont mentionnés par le ministère comme une solution concrète pour poursuivre son développement professionnel, en fait pour s'inscrire dans une posture de développement professionnel quand on est entré dans la profession. Donc Samy, elle le décrit dans cette section-là du récit. Alors là, normalement, si j'avais mis le récit en entier, on entrerait dans toute la portion qui est enseignement et évaluation de l'écriture, dont Samy parle. Par la suite, ça serait toute la portion enseignement et évaluation de la lecture. J'ai choisi de mettre de côté ces éléments-là, malheureusement par faute de temps, faute d'espace. Mais si jamais vous êtes intéressé, sachez que ce sera, on l'espère, bientôt disponible. Donc, je poursuis avec la prochaine portion du récit. Donc, je fais un saut jusqu'au moment où elle parle plus spécifiquement de son développement professionnel. Alors, je suis une enseignante qui a beaucoup progressé au fil des ans. J'ai commencé en ayant l'impression qu'il me manquait beaucoup de connaissances et de ressources pour arriver à exercer la profession d'enseignante de la manière la plus efficace possible. On se souvient, 5 sur 10. Mon parcours se définit par une myriade d'occasions que j'ai su saisir dans le but de me surpasser dans mon rôle de passeur. Au début de ma carrière, j'ai exploité le matériel pédagogique fourni dans les manuels scolaires pour m'aider. Lorsque j'ai eu l'impression que des connaissances supplémentaires liées à l'enseignement et à l'évaluation de l'écriture pourraient m'être utiles, j'ai saisi l'occasion de participer à un projet de recherche qui m'amènerait à développer mes connaissances et qui me pousserait à œuvrer dans le but de développer davantage mes propres outils en lien avec l'écriture, donc le premier projet. J'ai ensuite réalisé que j'avais des besoins similaires par rapport à mes compétences à enseigner et à évaluer la lecture, et j'ai eu l'occasion d'opter pour une solution similaire, soit participer à un second projet de recherche, le projet de Blazer, donc le deuxième projet. En réfléchissant à ma pratique, je réalise que j'ai beaucoup cheminé, que je me suis améliorée. Alors ici, on peut voir là, le sentiment de compétence de l'enseignante qui a bougé. Si à l'entrée dans la profession, on était à 5 sur une échelle de 10, elle mentionne qu'au moment où on a parlé de ce sentiment de compétence-là, elle se situait plutôt à 8 sur 10, donc sur la même échelle. Alors on peut voir que ça s'est amélioré, et comme elle le dit si bien, une chance que ça s'est amélioré. Donc voilà. Encore une fois, là, j'ai coupé une petite portion du récit par faute de temps, mais je vous présente la conclusion du récit. Alors, de tout ce que j'ai dit, il n'y a qu'une chose à retenir, l'importance du partage transcende tout. Avec humilité, je reconnais ce que j'ai reçu de ma communauté et je partage le plaisir que j'ai aujourd'hui de rendre à cette même communauté. J'ai acquis, professionnellement, le vrai bonheur puisque le partage est au cœur de ma classe. Donc, c'est vraiment, pour Samy, l'humain est plus important que tout dans l'enseignement et elle le montre très bien dans ses propos, dans les entrevues avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. C'est tout pour le récit. Donc, je reviens au diaporama de la présentation. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette lecture à voix haute, analysée du récit portant sur le développement professionnel de Samy. Évidemment, l'analyse que je vous présente aujourd'hui, elle est vraiment sommaire par rapport à ce qui est développé dans mon projet de mémoire. Mais vous avez quelques éléments, là. Donc dans le mémoire, je me suis intéressée à regarder selon aussi ses pratiques avaient changé, ses pratiques d'enseignement, d'évaluation de la lecture et de l'écriture. Donc si ça avait changé, est-ce que c'était en fonction des projets de recherche? Puis aussi, je l'ai questionné j'ai questionné Samy sur les facteurs, les éléments importants, ceux qui, à son sens, ont eu une réelle incidence dans sa carrière, donc des moments charnières par rapport à son développement professionnel. Et à ce moment-là, quand on discute de ces moments charnières, Samy
revient toujours au projet de recherche, aux deux projets dont il est question ici, comme quoi pour elle, ça a vraiment eu une incidence très grande sur sa manière d'enseigner. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai prêté ma voix à Samy dans l'écriture de ce récit-là. Et je suis très contente d'avoir eu l'occasion de travailler en collaboration avec elle. Je la remercie infiniment pour sa participation à mon projet. Voilà, sans elle, le projet, il n'y aurait pas. Donc, merci Samy. Je vous dis à vous un immense merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse courriel juste ici. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis au plaisir.